Bien, ben, merci d'être venu, parce que bon, c'est pas forcément un sujet qui interpelle tout le monde. Donc, je m'appelle André Gilloire, et je suis le président de l'association ORPB. Alors, ORPB, ça veut dire Observation Radio Plomeur-Baudou. Et je suis également membre du club d'astronomie du Trégor. Et Observation Radio, bah pourquoi? Parce que vous avez vu l'antenne qui est en face du bâtiment, là, qui est derrière, là. Nous sommes en train de travailler sur cette antenne pour la transformer en radiotélescope. Alors ça fait déjà un certain nombre d'années qu'on travaille dessus, puisque c'est assez compliqué à faire. Et donc l'exposé que je vais vous faire, en fait, ça ne va pas parler spécialement de cette antenne, mais par contre de la radioastronomie comme discipline scientifique, et expliquer un peu en quoi ça consiste, et quels sont ces objets d'étude et des résultats intéressants. Et un peu un historique, etc. Enfin, on va voir un peu tout ça. Alors, donc, vous voyez d'ailleurs les images à gauche, là, c'est l'antenne qui est en face, en fait, hein, et qui s'appelle PB8, et donc qui est une ancienne antenne de télécom. Et puis, à droite, vous avez le satellite Planck, enfin l'Observatoire spatial Planck, qui est une sonde spatiale qui a été envoyée dans l'espace en 2009, pour mesurer ce qu'on peut appeler grossièrement la trace du Big Bang. Enfin bon, on va revenir un peu dessus après. Donc la radioastronomie, c'est un domaine extrêmement vaste, qui est très très développé maintenant. Alors, en fait, la radioastronomie, c'est une forme particulière d'astronomie, et qui observe l'univers dans le domaine des ondes radio. Alors, en fait, l'astronomie, pour beaucoup de gens, c'est regarder dans un télescope la lumière qui vient des étoiles ou des objets, des objets célestes lumineux, mais c'est pas que ça. Hein. Maintenant, l'observation dans le domaine visible est une partie seulement de l'astronomie. Et il y a donc des astronomies de l'invisible, donc la radioastronomie qui observe les ondes qui viennent donc de l'espace. On va voir un peu ce que c'est. Mais il y a également l'astronomie infrarouge, par exemple l'astronomie du rayonnement X, etc. Et ces différentes astronomies qui sont possibles maintenant grâce aux instruments très performants que l'on est capable de construire, hein, aussi bien au sol que dans l'espace, donnent une énorme richesse d'informations sur l'univers. Alors, justement, l'intérêt de la radioastronomie, c'est par exemple que en lumière visible, il y a des choses qu'on voit, mais il y a des choses qu'on ne voit pas, et en particulier l'émission des objets froids. Parce que tous les objets émettent des ondes radio et des ondes électromagnétiques, en fait. Et les objets froids émettent des ondes qui sont invisibles, si vous voulez. C'est du domaine de l'infrarouge lointain, etc. Donc, ces objets froids, ils sont importants parce que c'est, par exemple, dans l'univers, les zones où se forment les étoiles, enfin, ce qu'on appelle des poupinières d'étoiles, enfin, des pépinières d'étoiles ou des pouponnières d'étoiles, et puis d'autres objets aussi qui n'émettent qu'en radio. Enfin bon, donc, mettons que la radioastronomie vient compléter l'information que donne l'astronomie classique et que donnent les autres astronomies pour connaître les objets de l'univers et après donc étudier tout ça et puis faire des théories qui exploitent ces résultats, enfin ces observations. Et après, retrouver de nouvelles observations qui remettent en cause les théories. Enfin, c'est la démarche scientifique, hein, justement, le thème de l'année, là, et la démarche scientifique est donc un aller-retour en sciences d'observation entre l'observation de la nature et des théories sur ces phénomènes, enfin, pour expliquer ces phénomènes. Et ces théories sont remises en cause très souvent par de nouvelles observations qui sont permises par les progrès technologiques, etc. Donc, voilà quelques exemples de comparaison de ce que permet de voir l'astronomie dans le visible. Donc vous avez à gauche, par exemple, 2 galaxies, enfin un système de 3 galaxies, en fait, qui sont les taches lumineuses, là, qui se trouvent dans... Bon, c'est le groupe de galaxies M81, alors je ne saurais pas trop vous dire où il est, mais en tout cas, c'est un groupe de galaxies très connu. Donc les galaxies, hein, je rappelle, ce sont des immenses ensembles d'étoiles, hein, des milliards d'étoiles, des centaines de milliards d'étoiles pour les plus grosses. Et nous sommes, nous, dans une galaxie qui est la Voie lactée, hein, qu'on appelle la Voie lactée. Bon. Et donc ces galaxies sont très loin, bon, elles sont peut-être à des millions d'années-lumière, même certainement. Parce que la galaxie où nous sommes, elle fait déjà 100 000 années-lumière de dimension, donc c'est très très loin.
Et on observe des choses intéressantes. C'est que quand on regarde l'émission de ces objets, quand on les regarde dans le domaine radio, donc là on observe ce qui est marqué H1 21 cm, c'est un rayonnement, on va revenir dessus tout à l'heure, c'est un rayonnement très caractéristique de l'hydrogène qui est présent partout dans l'univers et qui permet d'explorer l'univers de manière très très approfondie. Et ce qu'on voit, on voit des effets très intéressants, on voit des phénomènes ici de filaments, donc des filaments entre les différentes galaxies, et en fait ce sont des filaments de matière qui vont se déplacer d'une galaxie vers l'autre. En fait c'est les plus petites galaxies en fait qui sont mangées par la plus grosse. La plus grosse est massive, si vous voulez, et elle attire la matière des autres, et ça c'est très fréquent dans l'univers. Par exemple, une étoile massive va aspirer, un système d'étoiles doubles, l'étoile massive va aspirer la matière de son compagnon, et donc il y a des phénomènes de cannibalisme ça, qui se produisent. Alors, il faut voir que les dimensions ici, c'est de l'ordre, par exemple, de plusieurs dizaines de milliers d'années-lumière. Une année-lumière est la distance que la lumière parcourt en un an, donc c'est absolument gigantesque. Et ces filaments sont immenses, et donc la matière, elle ne se promène pas, on ne la voit pas se déplacer, bien sûr, mais ça fait des millions d'années que ça se promène comme ça, et on voit quand même qu'il y a une vitesse grâce à une analyse fine de ces signaux radio là, qui viennent de ces filaments. Donc c'est ce qu'on appelle un effet de marée, et il est vraiment rendu visible par cette observation radio. Alors un autre exemple, c'est quelque chose que vous devez connaître, vous avez sans doute, beaucoup ont vu cette image là, de la nébuleuse tête de cheval. C'est une image très caractéristique en astronomie. C'est assez rigolo d'ailleurs. En fait, c'est un nuage de poussière et de gaz qui obscurcit l'arrière-fond qui est ionisé par des étoiles qui émettent des ultraviolets. Et donc, quand on observe donc, on appelle la nébuleuse, mais ce n'est pas vraiment une nébuleuse, donc c'est un nuage de gaz. Quand on l'observe en lumière visible, on voit une ombre qui a la forme d'une tête de cheval. Et quand on l'observe en radio, on voit que dans cette tête de cheval, il y a des zones émissives, donc qui sont les zones en clair, là, en jaune et un peu en rouge, donc qui émettent des ondes radio. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans ces zones-là, elles sont un petit peu plus chaudes que les zones en bleu. Et dans ces zones-là, eh bien, les gaz sont en train de se contracter, enfin l'hydrogène en particulier, est en train de se contracter, et on voit se former petit à petit des embryons d'étoiles, et même des jeunes étoiles qui naissent. Donc c'est extrêmement intéressant d'avoir ces informations-là pour pouvoir donner une description fine de ces objets que l'on voit, et aussi de comprendre, par exemple, les mécanismes de formation des étoiles. Alors un autre exemple, c'est une ce qu'on appelle une radiosource, donc c'est un objet qui rayonne des ondes radio, qui est très connu, qui s'appelle Cassiopée. Enfin, donc Cassiopée, c'est une constellation, et dans cette constellation, il y a un objet qu'on appelle la nébuleuse Cassiopée. Et en fait, cette nébuleuse, c'est un résidu de l'explosion d'une grosse étoile qui s'est produite, alors je crois que c'était... on l'a vu plutôt à la fin du XVIIe siècle, mais en fait, sa distance, alors je n'explique pas comment mesurer les distances, mais enfin, il y a des méthodes très fiables. La distance est de 9100 années-lumière, c'est-à-dire que l'explosion, en fait, elle s'est produite il y a bien plus longtemps que le XVIIe siècle. Ça s'est produit donc 9300 ans, il y a 9300 ans, 9400 ans pour nous, quoi. Alors évidemment, pourquoi on la voit aussi tard, c'est parce que la lumière et les ondes électromagnétiques dont font partie la lumière et les ondes radio se déplacent à une vitesse finie qui est la fameuse vitesse de la lumière à 300 000 km par seconde. Donc, même à cette vitesse-là, un objet qui est très loin, on le verra beaucoup plus tard. On le voit dans le passé, en fait. Et donc, en lumière visible, on voit une jolie dentelle comme ça, mais on ne voit pas très bien de détails intéressants. Enfin, on en voit des intéressants, mais on en voit d'autres grâce à l'observation en radio, en décimétrie. Donc, décimétrie, ce sont des ondes, des micro-ondes, un peu dans le genre des micro-ondes que l'on utilise dans les fours. Et on voit de la même façon des zones plus chaudes. Alors, ce n'est pas des zones de formation d'étoiles, mais c'est des zones où il se passe des phénomènes de rayonnement électronique, c'est-à-dire qu'il y a des électrons qui tournent autour de lignes de champ magnétique et qui produisent donc des rayonnements, un rayonnement particulier qu'on appelle le rayonnement synchrotron. Ça veut dire que dans cette espèce de bulle, là, il y a des champs magnétiques. On essaie de comprendre pourquoi. Bon, donc,
C'est un mécanisme assez compliqué, quoi. Mais on le diagnostique grâce à ce genre d'image. Et un autre exemple, alors là c'est assez rigolo parce que dans le domaine visible on ne voit rien du tout. Et dans le domaine radio, alors pareil en ondes désymétriques, on voit deux espèces d'énormes nuages. Alors évidemment c'est des fausses couleurs, hein, on ne les voit pas comme ça, c'est des densités de rayonnement. Hein. Plus c'est brillant, plus le rayonnement est intense. Et donc on voit deux objets bizarres, comme des espèces de nuages diffus, là, séparés par une espèce, enfin reliés par une espèce de petits fils, là, avec au milieu un point très brillant. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce point très brillant, c'est probablement un trou noir massif. Donc, vous avez entendu parler des trous noirs, hein, ce sont des objets particuliers qui sont capables enfin, d'accréter la matière autour d'eux, et la matière se met à chauffer énormément et rayonne beaucoup d'énergie, et donc est capable d'exciter certaines zones de l'espace, et c'est ce qui se passe. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que le rayonnement est canalisé le long de cette ligne. Hein. Enfin, il y a du rayonnement et surtout ici des électrons très, très, très accélérés qui vont se balader le long de cette ligne des deux côtés. Enfin, ils sont éjectés des deux côtés et ils vont arriver dans des zones où il y a des gaz aussi et ils vont exciter ces gaz et donc donner ce rayonnement intense. Donc, on a une image là qui est vraiment accessible en radio et qui complète vraiment l'observation du visible, parce que dans le visible, en fait, il apprend une information qu'on ne voit pas dans le visible. Donc, on a un apport de connaissances là très important. Donc, voilà quelques exemples de ce qu'apporte l'observation dans le domaine radio. Alors, si on regardait dans le domaine de l'infrarouge, bon, qui est un peu entre la radio et le visible, qui est entre la radio et le visible, on verrait encore d'autres informations. Donc tout ça combiné donne une connaissance beaucoup plus complète de l'univers que ce qu'on avait quand il n'y avait que l'astronomie optique. Donc, en fait, ce qu'on vient de voir, donc les ondes radio, et ce dont j'ai parlé aussi, le rayonnement infrarouge et tout ça, font partie de la grande famille des ondes électromagnétiques et que l'on peut considérer comme les messagères de l'univers, parce que pratiquement toute l'information que l'on reçoit de l'univers se présente à nous sous forme d'ondes électromagnétiques. Alors que ce soit la lumière visible, les ondes radio, les rayons X, les rayons ultraviolets, l'infrarouge et tout ça. Donc, et même les rayons gamma, donc, qui sont des rayons à haute énergie. Enfin, des ondes à haute énergie. Et donc, on a la chance d'avoir deux choses très, très intéressantes au niveau de la Terre, de la surface de la Terre. C'est que, donc, la courbe que vous avez ici en noir, c'est la courbe d'absorption des rayonnements radio, enfin des ondes radio. Et donc, quand la courbe est en haut, on a 100% d'absorption, c'est-à-dire que rien ne passe, si vous voulez. Tout est absorbé par différents mécanismes. Et par contre, les trous sont les endroits où ça passe. Alors, il y a le visible, heureusement, on a la chance d'avoir le visible, la petite fenêtre du visible qui nous permet de voir l'univers donc dans le domaine de la perception de l'œil, avec des instruments qui sont capables de percevoir ces rayonnements. Et puis, après, on a des petites fenêtres dans l'infrarouge, et puis après, on a une grande fenêtre dans le domaine radio, où les ondes passent sans problème à travers l'atmosphère. Alors, bon, c'est assez grossier ce schéma. En fait, il y a plein de petites raies qui sont des raies d'absorption et puis dans l'atmosphère, si vous voulez, il y a différents corps, dont la vapeur d'eau, par exemple, le gaz carbonique, etc., qui absorbent à des fréquences très précises. Et là, on a un schéma moyen. Et donc, le domaine de la radioastronomie se trouve en gros. Alors, l'échelle qui est en bas, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. Alors, la longueur d'onde, si vous ne percevez pas ce que c'est, vous imaginez l'analogie avec une pierre que vous lancez dans de l'eau, dans un étang, vous voyez des ronds se former, ces ronds sont espacés d'une distance bien précise, et la longueur d'onde, c'est justement cette distance. Enfin, les crêtes sont espacées par de cette distance. Donc tous les phénomènes ondulatoires sont caractérisés entre autres par leur longueur d'onde, et ici, donc la longueur d'onde va varier entre quelques dizaines de mètres, et enfin le domaine d'intérêt entre quelques dizaines de mètres et une fraction de millimètre, mettons. Après, on arrive dans le domaine de l'infrarouge. Alors, c'est très vaste et il faut avoir donc des moyens d'investigation adaptés
à ces différentes fréquences, enfin ces différentes longueurs d'onde, donc ce qui correspond à des différentes fréquences. Donc c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Alors d'abord un petit côté historique, c'est que comme toute science expérimentale dépend des moyens d'observation. Hein. Donc que ce soit c'est un peu de la physique, la chimie, la biologie. Il faut avoir des moyens pour étudier la nature, pour l'observer, pour faire des mesures, etc. Et donc, comme je disais, jusqu'à, mettons, le début du XXe siècle, la fin du XIXe siècle, on ne pouvait accéder qu'au domaine visible. Après, on a commencé à regarder un peu dans l'infrarouge, etc. Mais la radioastronomie s'est développée, en fait, grâce au progrès technologique, hein, comme toutes les sciences expérimentales. Et ce progrès technologique, en fait, il a été d'abord, enfin, le grand apport, ça a été après la Deuxième Guerre mondiale, où il y avait eu des progrès énormes en radar et en télécommunications. Et ces progrès ont été utilisés, enfin, ces technologies ont été utilisées après pour faire des instruments qui ont permis d'observer l'univers dans le domaine radio et notamment dans le domaine des micro-ondes. Et donc, il y a tout un ensemble de technologies qui sont utilisées maintenant. Donc d'abord, la capacité de faire des grandes antennes. Alors celle qui est en face, elle est toute petite à côté des radiotélescopes. Bon, la plus grosse qui est au fond, là, elle est déjà un peu de la taille des petits radiotélescopes. Vous avez de la combinaison d'antennes qui permet de faire des réseaux et qui permet d'avoir l'équivalent d'une très grande antenne et d'avoir des performances très très grandes. Également le fait qu'on peut envoyer maintenant, enfin depuis quelques dizaines d'années, des observatoires, enfin des sondes et des observatoires dans l'espace. Donc s'affranchir en particulier de l'absorption par l'atmosphère. Donc ça apporte la possibilité d'observer par exemple des longueurs d'onde qu'on aurait du mal à observer. Et également, on dispose maintenant de nouveaux capteurs, donc pour capter ces différentes ondes, des composants électroniques, etc., des techniques de traitement du signal, de l'informatique, tout ça, enfin des nouveaux matériaux, tout ceci contribue à rendre possible des observations de plus en plus raffinées. Et donc maintenant, on peut dire que la radioastronomie est une science qui utilise des très gros moyens, bon, un peu comparable à ce qu'on a en physique des particules, etc. Et on appelle ça une big science parce que c'est vraiment une science de grands instruments et de gros moyens. Alors, donc un petit rappel historique là sur les principales certaines étapes au début de la radioastronomie pour montrer donc en fait c'est assez récent. Donc le premier qui a découvert des signaux, enfin qui a observé des signaux venant de l'espace, c'est Jansky, donc qui était un ingénieur américain. Et il a fait ça en 1932 avec une antenne dans le décamétrique qui était destinée simplement à caractériser le bruit de fond venant de l'espace parce que ça perturbait les communications radio. Donc il a trouvé ça fortuitement. Il a trouvé par exemple qu'il y avait un rayonnement maximum vers le centre de la galaxie et ça a commencé à alerter les gens. Après, il y a un amateur qui s'appelle Gotthreiber qui a construit lui-même un radiotélescope dans son jardin, d'ailleurs, qui est ici, là. Et ce radiotélescope, en fait, cette antenne était le premier radiotélescope digne de ce nom, et il a fait la première carte de la galaxie. Donc c'était une prouesse pour quelqu'un qui avait des petits moyens, mais c'est quand même quelqu'un du domaine. Après, il y a d'autres scientifiques, comme Doc Ewen, par exemple, qui a observé le rayonnement de l'hydrogène atomique à 21 cm dans la galaxie, et ça c'est un truc absolument fondamental parce que ça a permis de faire une exploration de l'univers, sachant que l'hydrogène est l'élément le plus présent dans l'univers. Après, il y a une découverte majeure en 1965, deux ingénieurs américains, là, Wilson et Penzias, ont découvert le rayonnement de fond, ce qu'on appelle le rayonnement de fond cosmologique, qui est ce que j'ai appelé tout à l'heure la trace du Big Bang. Donc si vous voulez, je vais revenir tout à l'heure dessus, c'est la première lumière qui est apparue dans l'univers, en fait, 300 000 ans après le Big Bang. Et ça a validé d'ailleurs l'hypothèse du Big Bang. Donc c'est une découverte majeure. Et vous voyez d'ailleurs que l'antenne qu'ils ont utilisée, si vous avez été voir à la Cité des Télécoms, là, c'est une antenne Cornet du même type, parce qu'à l'époque, c'était les antennes les plus sensibles qu'on savait faire. Et donc, c'est une grande découverte. Après, il y a eu d'autres étapes. Donc, une étudiante anglaise a découvert le premier pulsar. Donc, les pulsars, ce sont des étoiles
des résidus d'étoiles qui produisent des ondes radio. Et puis, en 1991, donc, a été lancé le premier satellite d'études du rayonnement de fond cosmologique. Et après, il y en a eu d'autres, hein, beaucoup plus performants. Et je vais en parler aussi. Alors avant de voir justement ces résultats, il faut comprendre un peu pourquoi il y a des émissions d'ondes radio dans l'univers. En fait, il y a plusieurs mécanismes physiques qui produisent des émissions radio. Il y a d'abord le rayonnement thermique, c'est-à-dire tout corps ayant une certaine température émet des ondes électromagnétiques, dont des ondes radio. On va voir ça. Il y a un autre rayonnement qui s'appelle le rayonnement synchrotron. Bon, je n'entre pas dans les détails, mais c'est une interaction entre électrons et champs magnétiques. Vous avez également des interactions entre électrons et noyaux, par exemple d'hydrogène, par exemple, et puis électrons et photons, etc. Enfin, bon, il y a des effets qui sont bien connus en physique, hein, le rayonnement de freinage, l'effet Compton, etc. Et ces mécanismes-là produisent également du rayonnement qui peut être très intense dans certains cas. Il y a un autre phénomène qui s'appelle les oscillations de plasma qui produit également des ondes radio. Et puis, par exemple, dans les atmosphères d'étoiles. Et puis, vous avez les raies d'émission et d'absorption des atomes et des molécules présents dans l'espace. Donc, tous ces mécanismes-là, tout ça, ça se mélange un peu. Alors, on essaye de les différencier, de voir quelle partie émet tel ou tel rayonnement, quelle est l'intensité relative de ces différents rayonnements. Et c'est comme ça qu'on progresse dans la connaissance de l'univers, bien sûr. Alors, le rayonnement thermique, donc, c'est, comme je l'ai dit, tout corps a une température supérieure au zéro absolu. Hein, vous savez qu'il y a une température limite en dessous de laquelle on ne peut pas descendre. Donc, cette température est de moins 273 degrés, donc c'est très froid. Hein. Et donc, tout corps à une température supérieure à cette température émet un rayonnement électromagnétique. Alors, ce rayonnement, il a une forme caractéristique, hein, une espèce de courbe comme ça, qu'on appelle le rayonnement du corps noir. En fait, c'est analogue au rayonnement du corps noir. Et il y a un exemple donc, dont j'ai un petit peu parlé, là, qui est le rayonnement de fond diffus cosmologique, et qui a l'équivalent d'un corps noir à 2,7 degrés, et 2,7 degrés absolus, hein, donc c'est très très froid. Et donc ces différentes courbes représentent en fait la répartition du rayonnement, enfin de l'intensité du rayonnement suivant la longueur d'onde. Alors vous voyez que ça... Là, vous avez 100 degrés Kelvin, c'est pas beaucoup, ça fait moins 180 degrés à peu près. C'est la température de l'azote liquide. Et ben, malgré tout, ça rayonne quand même des ondes radio. 1000 degrés Kelvin, c'est la température, mettons, du fer rougissant. Après, vous avez 10 000 degrés, c'est des corps très très chauds. Bon, et puis plus on monte, plus c'est chaud, et en même temps, plus on se décale vers les longueurs d'onde courtes. Hein, bon. Et ici, vous voyez que ces températures, enfin les corps chauffés à ces températures-là, on les voit. On voit le rayonnement, par exemple, du fer chauffé, etc., enfin des métaux en fusion, on les voit très bien, et donc c'est dans ce domaine-là. Voilà. Donc ça, c'est une source de rayonnement très importante. Alors une deuxième, je ne vais pas détailler tout, hein, une deuxième dont je parle, c'est le rayonnement dû à l'émission et l'absorption, enfin en particulier l'émission d'ondes ayant une longueur d'onde très caractéristique d'un phénomène physique précis. Alors ici, on a un exemple, en fait, oui, ce rayonnement ayant une fréquence bien précise, c'est ce qu'on appelle donc une raie d'émission, c'est une longueur d'onde unique ou une fréquence unique, et caractéristique en tout cas. Et donc, il est produit par des changements d'état d'énergie, soit d'atomes ou de molécules, qui sont dans l'espace, en particulier dans le milieu interstellaire. Alors, ces molécules, ces atomes, ça peut être ce qu'on appelle H1, c'est l'hydrogène atomique, c'est-à-dire les atomes d'hydrogène isolés, les assemblages d'oxygène et d'hydrogène, le carbone-oxygène, l'ammoniac, etc. Tout ceci émet des spectres radio, donc des raies d'émission bien caractéristiques qui sont une signature de leur présence, et en mesurant l'intensité de ces raies, on arrive à estimer leur abondance dans la zone que l'on regarde. Alors il y a un exemple très important, donc, qui est un cas particulier très important, qui est l'émission de l'hydrogène atomique qui donne la fameuse raie à 21 cm, enfin la fameuse émission à 21 cm, qui sert vraiment de marqueur dans tout l'univers. Alors je ne détaille pas, mais si vous voulez, bon, l'atome d'hydrogène, c'est l'atome le plus simple qui existe, hein, c'est un proton et un électron. Et l'électron, enfin, entre guillemets, tourne autour du proton, et en même temps, le proton et l'électron ont une espèce de... Alors on assimile ça
un moment cinétique, enfin, au fait que les particules tourneraient sur elles-mêmes. En fait, c'est pas si simple que ça, mais en fait, c'est une analogie. Et donc, imaginez plutôt que ça se comporte comme deux petits aimants. Donc, vous avez le proton est un petit aimant comme ça, et l'électron est comme ça, enfin, a une aimantation comme ça. Et lorsque l'aimantation bascule, ce qui arrive fortuitement comme ça, on est dans un état d'énergie plus faible. Hein, les aimants, vous les mettez en face pour la pôle, ils se repoussent, et si vous les mettez pour les poser contre pour le poser, ils sont dans un état d'énergie plus bas parce qu'ils se collent. Et donc là, la transition ici de l'état qu'on appelle parallèle à l'état antiparallèle produit l'émission d'un photon. Enfin, c'est-à-dire produit, donc, comme c'est un état d'énergie plus stable, il y a une énergie plus faible, et donc l'écart entre les deux énergies se traduit par l'émission d'un photon. Alors un photon, c'est une particule d'onde, si vous voulez, enfin, qui porte l'onde. Et donc ce photon ou cette onde est cette onde caractéristique à 1420 MHz. Donc quelques exemples d'observations que je vais montrer maintenant. Donc le rayonnement galactique, donc avec le mécanisme que l'on vient de voir, le rayonnement de l'hydrogène dans la galaxie, le rayonnement radio du Soleil et le fond diffus micro-ondes, le fameux fond, la fameuse trace du Big Bang. Alors, si on regarde le ciel, c'est une carte qu'on voit souvent en astronomie, d'étalement de la planisphère, enfin de la planisphère du ciel, hein, l'ensemble du ciel que l'on peut voir, mappé sur un plan. Une espèce de figure comme ça, et la bande lumineuse qu'on voit au milieu, c'est la projection de la galaxie, de la Voie lactée. Et donc, quand on regarde à 21 cm, à la fameuse longueur d'onde de la transition de l'hydrogène, on voit qu'il y a beaucoup d'émissions, il y a des bandes, des zones très lumineuses, etc., qui émettent beaucoup. Et donc, cette émission d'hydrogène va nous servir à faire des choses très intéressantes, dont estimer la dynamique de la galaxie. Alors, une galaxie comme la nôtre, là, c'est ce qu'on appelle une galaxie spirale. C'est-à-dire que c'est un ensemble d'étoiles qui sont réparties comme ça sur des bras, et ça a une forme qui a cette allure parce qu'elle tourne sur elle-même. Hein. Donc c'est un peu comme un énorme manège, et ça tourne évidemment très lentement. Hein. Enfin, très lentement. On ne la voit pas tourner, mais bon, la vitesse des différents points de la galaxie est très élevée, mais c'est tellement immense qu'on ne la voit pas tourner, bien sûr, quand on la regarde. Et donc, si on s'intéresse, par exemple, à ce qui se passe au niveau du Soleil, ou de n'importe quelle étoile dans la galaxie, on essaye de savoir quelle est la vitesse de rotation, parce que ça donne des informations intéressantes sur la masse de la galaxie, etc. Et comment faire? C'est assez compliqué. Donc, on s'est aperçu, en fait, qu'il y avait un moyen extrêmement intéressant, c'était d'utiliser l'émission de l'hydrogène à 21 cm. Et en plus, on peut mesurer la vitesse grâce à l'effet Doppler, parce que l'effet Doppler, c'est un effet que vous avez observé en pratique. Hein, quand vous avez une voiture qui passe devant vous, le son change. Hein, et ça, c'est un effet Doppler sur la propagation des ondes acoustiques, mais vous avez le même genre de phénomène sur la propagation des ondes électromagnétiques quand la source est en mouvement par rapport à vous. Et donc, en utilisant l'effet Doppler sur l'émission de l'hydrogène atomique, on est arrivé à estimer la vitesse des différentes parties de la galaxie. Alors l'intérêt des ondes radio aussi, c'est que on ne peut pas faire cette observation dans le domaine du visible parce que la galaxie est pleine de poussière, qui sont d'ailleurs des résidus des étoiles qui ont vécu et qui sont mortes depuis le début de la galaxie, qui a une dizaine de milliards d'années, et donc les ondes lumineuses ne passent pas au travers de ces nuages de poussière, elles sont absorbées, enfin arrêtées, diffusées, alors que les ondes radio ne sont pas gênées parce que les grains de poussière sont beaucoup plus petits que la longueur d'onde. Enfin, c'est un principe physique que je ne détaille pas, mais on a cet avantage de pouvoir observer tout ce qui se passe à l'intérieur de la galaxie grâce à ce rayonnement de l'hydrogène atomique. Et on obtient des résultats de ce genre. Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est la courbe en noir qui est en haut, où il y a le Soleil qui est marqué, là. Et on a ici, pour vous expliquer ce que c'est, là c'est la distance du point qu'on regarde par rapport au centre de la galaxie. Donc là, on a 30 000 années-lumière. C'est-à-dire que la distance qui est là représente la distance parcourue par la lumière en 30 000 ans. Donc c'est des énormes distances. Et là, vous avez la vitesse
en kilomètres par seconde. Vous voyez, les vitesses sont très grandes, mais comme je vous disais, c'est tellement immense, on ne les voit pas à l'œil nu se déplacer, bien sûr. Et donc, le Soleil, lui, se balade quelque part par là, et vous voyez qu'il se déplace vite, hein, il se déplace à 200 km par seconde, on ne s'en rend pas compte, dans la galaxie. Alors nous, en plus, on tourne autour, mais on est entraîné par le mouvement, et on se déplace, on a une vitesse d'ensemble de 200 km par seconde, on ne s'en rend pas compte, heureusement. Et donc, cette courbe est intéressante parce qu'elle est plate, alors qu'on s'attendrait à trouver une courbe verte, comme ça. Si on appliquait quand on applique les lois de la mécanique céleste à la galaxie, si vous voulez, aux masses que l'on est capable d'évaluer à partir des observations dans le visible ou dans d'autres domaines. Et cette vitesse plus grande s'interprète en fait par un excès de masse qui traduit la présence de matière noire dans la galaxie. Alors vous avez peut-être entendu parler de ça, la matière noire, ça vous dit peut-être quelque chose, à ne pas confondre avec les trous noirs, ça n'a rien à voir. Et la matière noire, c'est un petit peu, donc il y a un spectacle d'ailleurs au planétarium qui est intéressant, c'est un peu un fantôme de l'univers parce que on est incapable de la détecter en fait. On ne peut pas la détecter directement, on la détecte que par ses effets gravitationnels, c'est-à-dire la modification des trajectoires, par exemple des étoiles, etc., ou des effets de l'antigravitationnel. Enfin bon, je ne détaille pas, mais c'est une énigme actuelle dans la science, on ne sait pas ce que c'est exactement. Il y a plusieurs hypothèses, mais bon, c'est pas encore validé. Mais en tout cas, on est capable d'évaluer sa présence grâce à ce genre d'observation. Et ça a déjà été observé aussi dans le domaine du visible, pour des galaxies donc, qui ne sont pas notre galaxie, mais qui sont où on peut évaluer la vitesse grâce à l'effet Doppler, mais cette fois-ci sur la lumière. Donc il y a une astronome américaine qui est décédée d'ailleurs il n'y a pas longtemps, Vera Rubin, qui a fait un gros travail là-dessus, et qui a été la première en fait à mettre en évidence la présence de matière noire dans les galaxies. Alors pour obtenir ces résultats, il faut utiliser des instruments adaptés. Alors vous avez par exemple les premières observations très détaillées de la galaxie ont été faites avec des grands radiotélescopes. Alors vous avez deux exemples là. Le radiotélescope de Nancy, dont vous avez peut-être entendu parler, parce que ça a été une grandiose réalisation française de l'après-guerre, il est toujours d'ailleurs en activité, enfin, il a failli disparaître à un moment, et vous avez à droite le radiotélescope d'Effelsberg, qui est en Allemagne, et qui est un des plus grands radiotélescopes du monde. Imaginez l'antenne en face, mais à peu près 8 fois plus grande, quoi. Donc, il fait 100 mètres de diamètre, il pèse plus de 2000 tonnes, enfin c'est un énorme engin, et c'est extrêmement performant pour plusieurs raisons, parce que d'une part, les grands instruments collectent collectent plus d'énergie que les petits instruments, évidemment, hein. Ils ont une plus grande surface de collectrice, et également, il y a un phénomène, d'ailleurs je crois que j'explique ça après, il y a un phénomène, c'est après que je vais en parler. Il y a un autre phénomène que j'expliquerai après, qui est que plus l'antenne est grande, plus elle est capable de voir des détails fins. Donc c'est comme un objectif d'appareil photo, hein. Plus l'objectif est gros, plus vous avez un beau piqué. Donc maintenant, un autre type de phénomène intéressant, c'est le rayonnement radio du Soleil. Alors, en regardant le Soleil, dans le domaine du visible, on voit des taches, par exemple, on voit des protubérances, mais on ne voit pas certains détails de différences thermiques, par exemple. Et en radio, par contre, on voit très bien, alors c'est des images qui ont été prises au même moment avec différentes longueurs d'onde, donc longueur d'onde croissante, là, hein. Donc on voit des zones qui correspondent d'ailleurs un peu à ce qu'il y a autour des taches solaires. Et ici, il y en a plus. Alors pourquoi? Bon, ça c'est le boulot des spécialistes du Soleil, mais c'est probablement dû à des effets magnétiques en surface. Sur la surface du Soleil, il y a des champs magnétiques extrêmement intenses, et donc le Soleil rayonne à ces endroits-là beaucoup plus qu'à d'autres endroits, notamment à cause de l'effet synchrotron, enfin grâce à l'effet synchrotron. Et donc ça donne une image plus complète du Soleil, et donc des mécanismes existants dans le Soleil, que la vision simplement dans le visible. Et bon, je ne détaille pas, c'est pas la peine, hein. Bon, le Soleil, c'est une grosse machine très compliquée, mais qui est le siège de phénomènes très particuliers à la surface, hein, des phénomènes magnétiques.
Alors, le dernier objet, enfin phénomène que j'explique un peu, c'est le fameux rayonnement de fond diffus micro-ondes, donc le fossile du Big Bang, donc qui est la première lumière émise par l'univers, donc 300 000 ans après le Big Bang. Et donc il y a un instrument, le dernier instrument qui a été lancé et qui a permis de faire une carte extrêmement précise de ce rayonnement, c'est l'observatoire spatial Planck, hein, qu'on voyait au début, et qui a donné une carte extrêmement fine, qu'on va voir, de ce rayonnement. Donc ça se présente encore sous la forme de la projection de la sphère céleste sur un plan. Et les petits points lumineux qu'on voit, alors vous voyez qu'il y a plein de petites zones, il y en a qui sont bleues, il y en a qui sont jaunes, il y en a vertes, jaunes, rouges. Plus la couleur va vers le rouge, plus c'est chaud, entre guillemets. Alors, plus le rayonnement est à une température élevée. Il s'écarte un tout petit peu du 2,7 degrés et il s'écarte de petits écarts. Parce que vous voyez, là, on a des écarts de l'ordre d'1 millième de degré. Ça représente 1 millième de degré. Donc, c'est des tout petits écarts, ce qu'on appelle des inhomogénéités de température. Et en fait, ces inhomogénéités permettent d'avoir un point de départ sur la formation des grandes structures qu'il y a actuellement dans l'univers. C'est-à-dire les galaxies, les amas de galaxies surtout, les superamas, etc., ont pris leur naissance dans ces petits grains. Et donc on a fait une extrapolation à partir de ça et on a trouvé effectivement les structures actuelles. Enfin, on a fait le lien entre les deux. Donc c'est extrêmement important, c'est une information extrêmement riche qui donne une photo de l'univers juste après, enfin très peu de temps après le Big Bang. Alors il y a la température, il y a la polarisation, enfin bon, je ne détaille pas, mais il y a d'autres critères qu'on utilise aussi. Alors, pour essayer de comprendre un peu la difficulté qu'il y a à faire de l'observation radioastronomique, c'est que d'abord les signaux que l'on reçoit en radio sont beaucoup plus faibles que les signaux dans le domaine visible. Et il faut donc des grandes antennes, alors vous avez vu tout à l'heure, hein, qui sont capables de capter suffisamment d'énergie. Et il faut des récepteurs, donc derrière l'antenne il y a un récepteur. Ce récepteur, il faut qu'il ait un bruit propre très faible. Alors, je ne détaille pas, mais tous les récepteurs, si vous voulez, produisent un bruit propre, hein, parce qu'il y a des mécanismes physiques qui créent ce bruit, et il faut pas que ce bruit masque, évidemment, ce qu'on veut observer. Et les flux, la puissance que l'on reçoit, enfin, entre guillemets, l'énergie qu'on reçoit de ces objets, est mesurée par une unité qui s'appelle le Jansky, enfin, en hommage à Jansky, donc le découvreur de la radioastronomie, et qui est de... Alors 10 puissance moins 26, c'est d'affaire presque... ça fait 10 milliardièmes de milliardièmes de milliardièmes de watts par mètre carré et par unité de fréquence. Alors vous voyez, c'est vraiment extrêmement faible, hein, c'est vraiment ridicule. Et on arrive malgré tout à faire des observations avec des puissances encore plus faibles, donc, grâce aux techniques des instruments modernes. Alors autre point que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est que plus l'instrument est grand, plus il va être capable de voir des détails fins. C'est ce qu'on appelle le pouvoir séparateur. Bon. Ça, c'est un principe optique, hein. Et donc c'est pour ça qu'on fait aussi de grands instruments ou des réseaux d'instruments avec des réseaux d'antennes avec des grandes distances entre les antennes. Alors il y a un problème qui vient compliquer les choses aussi, c'est que l'activité humaine produit énormément d'ondes radio, bon, que ce soit les téléphones portables, les systèmes de télécommunication, l'industrie, etc. Et ces productions électromagnétiques produisent une pollution sur les observations qui sont déjà très difficiles à observer vu la faiblesse de l'énergie qui nous arrive. Donc c'est un problème qui est assez délicat et qu'on essaie de résoudre avec des techniques adaptées. Et il y a une technique qui résout le problème très bien, c'est d'envoyer des observatoires dans l'espace, parce que là on s'éloigne de la Terre, et donc on a cette pollution devient négligeable. Et c'est par exemple le cas de Planck, là la sonde, l'observatoire spatial qui a observé le rayonnement de fond cosmologique, qui était à 1 500 000 km de la Terre. Donc là on est tranquille, on n'a quasiment rien qui vient nous polluer, quoi. Mais c'est un problème qui complique les choses. Alors, voilà un autre type d'instrument qui est la combinaison d'antennes dans des réseaux
Et l'intérêt de ces réseaux, c'est que on a l'équivalent à peu près, mettons, d'une antenne de la taille du réseau. Alors, on a l'exemple, par exemple, du Very Large Array, que vous avez peut-être vu d'ailleurs dans le film Contact, là, il s'est présenté dedans, et comme ayant capté les premiers signaux extraterrestres. Enfin bon. Et donc, ce réseau peut s'étendre jusqu'à une trentaine de kilomètres. Donc, on a l'équivalent d'une antenne de 30 kilomètres de diamètre, donc avec un pouvoir séparateur extrêmement grand, aussi bon qu'un instrument optique. Donc, c'est quand même impressionnant le domaine radio. Alors, vous avez un nouveau, bon, le VLA, il existe déjà depuis pas mal de temps. Vous avez un nouveau réseau qui a été construit il y a quelques années, enfin, qui a été mis en service il y a quelques années au Chili, qui est le réseau ALMA, vous avez peut-être entendu parler de ça, et qui permet de faire des observations dans le domaine millimétrique et dans le domaine de l'infrarouge lointain, avec un réseau d'antennes dispersé un peu sur un grand plateau, donc le plateau de l'Atacama, qui est au Chili, à 5000 mètres d'altitude. Pourquoi c'est aussi haut que ça et pourquoi c'est à cet endroit-là? Parce que le Chili a un climat, enfin l'altiplano du Chili a un climat extrêmement sec, donc il y a très peu de vapeur d'eau dans l'air et donc très peu d'absorption des ondes radio, en particulier des ondes millimétriques et infrarouge lointain. Et d'autre part, on a une très grande stabilité de l'air, enfin il y a très peu de perturbations aussi, de turbulences, etc. Et donc, c'est vraiment un endroit très adapté. Et ce réseau a donné déjà des images très intéressantes du ciel, notamment des fameuses pouponnières d'étoiles. Alors juste pour terminer, l'antenne qui est en face, qu'on appelle le radiotélescope, bon, on n'a pas encore fait vraiment d'observation de radioastronomie, mais par contre, on envisage donc de l'adapter, enfin on est en train de l'adapter, c'est assez compliqué. Et on a fait des expériences, d'ailleurs il y en a une en cours, hein, si vous avez l'occasion de passer, de réflexion des ondes radio sur la surface de la Lune. Donc on envoie des ondes radio, elles reviennent et on peut faire des échos comme ça. On peut faire des échos de notre propre voix si on veut. Et puis on peut aussi faire des observations de signaux de satellites, enfin avec une très grande précision et une très grande sensibilité. Enfin on a déjà fait ça. Donc si vous avez le temps, si ça vous intéresse, vous pouvez passer en face là. C'est en cours, il y a une manip en cours là-bas. Donc voilà le petit panorama de la radioastronomie que je vous présente. Alors, oui, d'une certaine façon, parce que le centre ici a été arrêté, si vous voulez, l'exploitation a été arrêtée au début des années 2000, et pratiquement toutes les antennes ont été démontées, sauf trois. Hein. Il y a celle-là, la grande, et puis une autre un peu plus bas. Et donc, elle était disponible pour la remettre en service et faire des expériences avec. Alors, il n'y avait pas d'intérêt pour les radioastronomes parce que c'est trop petit, c'est pas un tout petit instrument. Hein. Mais par contre, on a proposé donc de reprendre ça en 2007 et d'en faire un instrument un peu à tout faire, mais pour les amateurs. À la limite, on peut quand même faire un peu de science avec l'observation de certains objets comme des pulsars, par exemple, donc les pulsars dont j'ai parlé un petit peu, là, qui sont suffisamment puissants pour qu'on puisse recevoir leurs messages, enfin exploiter leurs messages, enfin leurs signaux, et faire des mesures dessus. Donc en fait, ce qu'on a fait le plus avec cette antenne, c'est des expériences de communication par réflexion sur la Lune, donc ça s'appelle Earth-Moon-Earth Communication, et ça marche très bien. Hein. On a fait la plus grande liaison qu'on a faite, c'était avec l'Australie, au moment où la Lune était juste entre les deux, quoi, entre nous et l'Australie, et assez haute pour que, donc, évidemment, on la voit des deux côtés. Ça n'a pas duré longtemps, mais bon, ça a duré un quart d'heure. Donc, ça sert à ces gens-là, ça sert. On a contacté le CNES aussi pour faire des mesures sur les signaux de satellites. Hein. Donc, si vous voulez, c'est un peu un instrument à tout faire, mais qui a des petites performances, quoi, et qui est assez difficile à maîtriser parce qu'il n'a pas été prévu pour ça. Donc, on est toujours en phase d'apprentissage des caractéristiques de cet instrument. Par exemple, l'antenne n'est pas droite, elle fléchit quand elle baisse vers l'horizon. Enfin, tout ça est à introduire dans les algorithmes qui contrôlent le positionnement de l'antenne. Enfin, tout ça est piloté par l'informatique, bien sûr.
Bah, la maintenance, c'est nous qui la faisons, hein. Sauf l'entretien, la peinture, tout ça, qui en principe doit être fait par les communautés d'agglomération, parce que toutes les installations appartiennent à la communauté d'agglomération. Oui, alors il y a de la maintenance, c'est vrai, il y a des choses aussi qu'on veut changer pour les améliorer, et ça, ouais, ça peut coûter assez cher. Par exemple, un moteur, on voudrait changer un moteur ou ajouter un moteur, bon, c'est tout de suite de l'ordre de quelques milliers d'euros, parce que il y a le moteur, il y a tout son système de commande, bon, c'est assez complexe, quoi. Voilà. Alors là, bah, on les fait avec une puissance de 10 watts. Alors les gens, c'est peu, hein, c'est très peu. Les gens qui font de la communication EME utilisent des puissances qui sont, mettons, autour dans ces... Enfin, d'abord, précision, les communications que l'on fait avec cette antenne sur la Lune sont dans une bande normalisée qui est à 5760 MHz. C'est-à-dire c'est à peu près des longueurs d'onde de 5 cm. En gros, hein, bon. Donc on est dans cette bande-là. Il se trouve que l'antenne est capable d'utiliser cette bande-là. Et dans cette bande-là, on n'a pas le droit d'émettre avec plus de 100 watts, enfin en France. Parce qu'en Amérique, les gens ils mettent 1 kW à l'aise, personne ne leur dit rien. Alors il faut quand même faire attention, parce que les gens qui ont des petites antennes, le principe que je vous ai dit tout à l'heure, les petites antennes, elles n'ont pas... bon, si elles ne voient pas en réception, elles voient flou, si vous voulez, elles n'ont pas une bonne définition. En émission, c'est pareil. C'est-à-dire que vous dispersez l'énergie un peu partout, enfin, sur un cône très large. Et plus l'antenne est grande, plus ce cône est réduit. Et donc, le flux d'énergie qui va arriver dans une direction donnée est beaucoup plus élevé, même si vous avez une petite puissance, qu'avec une petite antenne et vous mettez une grosse puissance. Et donc, avec une antenne comme ça, par exemple, si on avait une puissance un peu trop grande, enfin un peu grande, mettons de l'ordre de quelques centaines de watts, et que par malencontreusement, on vise un satellite, bah, il pourrait y avoir des problèmes. Parce que alors ça ferait pas forcément de dégâts sur le satellite, mais ça risquerait de perturber les communications, ou voire de perturber l'électronique. Donc il faut quand même faire attention, quoi. Il ne faudrait pas qu'on fasse ça, quoi. Ça serait assez mal vu. Ah bah les pulsars, pour l'instant, on n'en a pas observé encore, hein, parce qu'on n'a pas déjà la stabilité de trajectoire suffisante, et on n'a pas non plus les instruments qui permettent de recevoir correctement et de traiter correctement les signaux. Ça va venir certainement parce qu'on travaille, enfin, on a des contacts avec des gens qui ont fait ça déjà. Mais les pulsars, on peut les observer, hein, on les fait pas, on les observe. Les pulsars, c'est des choses qui sont produites par la nature, et heureusement qu'elles sont loin parce que c'est des monstres qui sont extrêmement dangereux si on s'en approche. Enfin bon. Donc, il y a des possibilités de faire des choses intéressantes avec, c'est sûr. Voilà, alors c'est justement le gros problème qu'on a actuellement, c'est que quand vous faites de la radioastronomie, dans la quasi-totalité des cas, vous ne pouvez vous fier qu'aux éphémérides, c'est-à-dire aux trajectoires calculées à l'avance des objets que vous regardez. Donc ça c'est très bien connu maintenant, parce que la mécanique céleste est très bien maîtrisée, tout ça. Donc vous avez des positionnements au millième de degré de tous les objets intéressants à regarder dans l'univers, et donc vous savez où il faut regarder, mais il faut être sûr qu'on regarde au bon endroit, c'est ça le problème. Et donc il faut un système de pointage qui soit précis et fiable. Et là actuellement, on a un système qui n'est pas mauvais. Donc si vous voulez, le système, il y a une chaîne de capteurs, un traitement informatique derrière et une commande des moteurs qui font bouger l'antenne. Donc la mesure de la position de l'antenne, enfin les capteurs sont assez bons, mais ont certains défauts, mais la correspondance entre ce qu'ils mesurent et le point que l'on doit viser n'est pas bonne. Donc il faut la corriger, et pas bonne pour différentes raisons. Bon, j'ai parlé tout à l'heure là du fait que l'antenne n'était pas droite. Alors effectivement, elle est un peu penchée, mais ça se voit pas évidemment, mais elle est penchée d'une fraction de degré. Et donc, ça veut dire que quand on explore l'espace
en azimut, comme ça, en partant de l'est vers l'ouest, eh ben, on va trouver que quand on vise, mettons, 35 degrés à l'est, eh ben, il faut viser, par exemple, 35 degrés 5 à l'ouest, parce qu'elle est un peu penchée par là. Donc, cet écart, on ne l'a pas encore caractérisé avec précision, on est en train de le faire. Mais... Et puis, il y a aussi que la structure de l'antenne est assez particulière. En fait, le réflecteur bascule grâce à un vérin qui est dans le tube blanc, là. Et donc, le réflecteur, il bascule autour d'un axe qui est déporté par rapport à l'axe de l'antenne. Et il y a donc un balourd, si vous voulez, qui est de plus en plus important au fur et à mesure que le réflecteur se baisse. Et donc, ceci crée une flexion de la structure, en particulier de la colonne qui est là. Mais c'est des toutes petites flexions, hein, c'est des déformations élastiques très petites, mais ça suffit pour décaler d'une fraction de degré le point de visée. Et quand plus on descend, plus on vise bas, en fait. Donc, il faut compenser cette visée par une correction du point que l'on vise. Donc il faut viser un peu plus haut, et plus on descend, plus il faut viser haut. Alors la combinaison de ces deux défauts-là, par exemple, n'est pas du tout facile à maîtriser, d'autant plus que pour avoir les points de référence qui donnent les écarts réels, il faut profiter de la présence de la Lune ou du Soleil, par exemple. Et ça, il n'est pas là tout le temps, et pas toujours là où on veut, quoi. Donc c'est un peu compliqué. Et donc, c'est des problèmes typiques, quoi, que l'on a avec un instrument qui n'a pas été conçu pour. Mais bon, on arrive quand même à faire des choses assez intéressantes. Et on espère maîtriser ça dans les mois qui viennent, et puis avoir un positionnement vraiment précis et correct à terme, quoi.